tous, bienvenue à cette deuxième keynote de l'après-midi. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Quentin Adam, le CEO de Clever Cloud, qui va nous parler d'agilité et vélocité évoluer pour accompagner le contexte. Donc, s'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements et de bruit dans le chat général pour Quentin. Quentin prendra des questions potentiellement et même live. Donc, il faudra que vous leviez la main. Si vous avez envie d'apparaître sur la vidéo YouTube, on vous fera monter. Sinon, vous les posez dans la question Q&A et Quentin répondra à ces questions directement. Merci à toi, Quentin. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Donc, bonjour. Je suis ravi de tous vous rencontrer. Okay. Je suis ravi de tous vous rencontrer. Donc, n'hésitez pas à lever la main et je laisse les organisateurs gérer les entrées-sorties de gens. Et sinon, vous posez les questions dans le Q&A et je vais essayer de garder du temps à la fin pour poser des questions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin Adam. Je dirige une société qui s'appelle Clever Cloud et c'est moi qui ai le pseudo bizarre sur Twitter, qui s'avérait avoir l'immense intérêt d'être disponible partout, ce qui était quand même un intérêt majeur pour mon exercice. Sauf sur Pokémon Go, où je me suis fait toper mon pseudo, ce qui est un drame absolu. Donc si jamais quelqu'un croise mon pseudo sur Pokémon Go, ça m'intéresse, parce que j'aimerais le récupérer. Du coup, au quotidien, je gère une boîte qui s'appelle Clever Cloud. Alors, j'ai essayé de vous définir Clever Cloud rapidement pour que vous compreniez, ça va avoir un impact dans ce que je vais dire après. Clever Cloud, en fait, c'est un truc où on a automatisé l'infrastructure informatique. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir un système où le développeur pousse et automatiquement, le machin va se déployer, mais on va également faire le monitoring en automatique, la scalabilité, les mises à jour, la gestion du hardware qui plante. En fait, à partir de ce moment-là, l'infrastructure se comporte seule. Ça, on le vend soit en cloud, soit en on-premise directement chez nos clients. Et donc ça, on le vend, ça nous permet d'avoir une vraie solution de cloud française. Et en fait, ce truc qui est très intéressant, il a des impacts fondamentaux sur la vélocité, comme je vais l'expliquer un peu plus tard. Je suis aussi dans cette conf parce que j'ai co-créé un projet qui s'appelle Macaire. Macaire, c'est un respirateur artificiel qui a été créé pendant le premier confinement de la crise Covid. Donc, c'est un truc intégralement open source, dont tous les STL, les schémas électroniques, le code, tout est sur GitHub. Et au-delà d'avoir juste créé un respirateur, on l'a industrialisé. Et en grande partie, on l'a industrialisé grâce à l'aide du CEA de Grenoble. Donc, nous, en fait, en plein confinement, le labo qu'on avait monté à Nantes a été intégralement démonté, mis dans 2 cars, et on a fini dans le CEA de Grenoble pour terminer et industrialiser le Macaire. Donc, c'est grâce à la compétence du CEA de Grenoble qu'on a industrialisé le Macaire, puis qu'on a transféré la connaissance pour le produire de façon industrielle à SEB, le groupe SEB qui fait Moulinex et compagnie, qui peut le produire de façon industrielle, du coup, et on a une usine entière. Et ce projet-là est également un projet dans lequel il y a une grosse normalisation, parce que vous ne pouvez pas brancher n'importe quoi sur des gens. Et donc, en fait, la normalisation autour du projet, c'est un des sujets qui a été les plus compliqués dans Maker. Et c'est un projet qui est très intéressant parce que à la fois inventer, industrialiser et produire en masse et certifier un appareil en très peu de temps, c'était un sujet, ça fait partie des points importants sur le management de la vélocité. Quand on parle de vélocité, et notamment dans le cas de Maker, on parle d'une delivery qui est très rapide. La delivery qui est très rapide, je vais vous donner des exemples. Donc ça, c'est la chronologie du projet. Promis, c'est la seule diapo où vous avez autant de mots sur la diapo. Le 17 mars, c'est le discours de Macron. On se dit, tiens, il faudrait faire quelque chose. On s'appelle avec quelques amis, donc Baptiste Jamin et Valérian Saliou de CRISP, Emmanuel Feller qui bosse chez Clever Cloud, Pierre-Antoine Gouraud qui bosse sur... non, c'est écrit petit, Julien, t'as raison. Pierre-Antoine Gouraud qui est PUPH au CHU de Nantes. Et on se dit, faut lancer le truc. Le 3 avril, à Grenoble, on a branché sur un animal un respirateur, alors qu'aucun de nous savait comment en produire un. Le 5 avril, la ligne d'industrialisation fonctionnait au CEA. Le 9 avril, on a déposé un dossier réglementaire complet de 600 pages auprès de la NSM pour demander des essais cliniques. Je vous laisse regarder le reste de la chronologie et de toute façon, je vous la donnerai. Après, on rentre dans un autre temps qui est le temps de
c'est le temps où on travaille avec les institutions et la médecine. Et ça, c'est un truc qui est très important à comprendre, c'est que parfois, c'est compliqué. C'est-à-dire que vous déposez un dossier à la NSM le 9 avril, ils vous répondront le 9 juin. Et eux, là, à ce moment-là, ils sont hyper rapides dans leur tête. Et ça, c'est un truc qu'il faut voir, c'est que quand nous, au 9 avril, on dépose, il y a le boulot de 300 personnes qui ont travaillé, qui ne se connaissaient pas, qui ne connaissaient pas le sujet sur lequel ils ont bossé, qui ont travaillé ensemble. Et c'est des industriels, c'est des scientifiques, c'est des chercheurs, c'est toutes ces parties-là qui ont travaillé ensemble de façon à s'assurer de livrer ce truc-là. Et ça, c'est lié à une organisation et une façon de travailler. De toute façon, les slides seront en ligne et je vous les donnerai. Et puis la chronologie, elle est écrite un peu partout. La première chose à comprendre, c'est que pour faire ça, il faut optimiser l'organisation. Quand on dit optimiser l'organisation, ce que je veux dire par là, c'est que la première chose à faire, en fait, vous avez une organisation, vous dirigez une organisation quelconque. Si vous voulez que votre organisation soit rapide, elle doit être transparente. Je m'explique. Quand on prend des décisions, souvent, il y a un moment où les gens s'engueulent parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Si on prend en réalité ce qui s'est passé dans un projet, les gens s'engueulent parce qu'ils ne se comprennent pas. Quand je dis ils ne se comprennent pas, c'est qu'ils ne partagent pas certaines valeurs qui étaient importantes. Et la transparence, c'est comment tu fais le show. Dans le cas de Macaire, par exemple, j'ai expliqué aux équipes ce qu'aucun ingénieur a envie d'entendre dans sa vie. À partir du moment où vous rentrez dans le projet, il faut comprendre que c'est un projet que nous allons piloter par les délais. Personne n'a jamais envie d'entendre dans sa vie, on va piloter le projet par les délais. Tout le monde sait que c'est une idée déplorable de piloter un projet par les délais. Mais en étant transparent, ça permet aux gens d'aller là. Quand vous donnez vos objectifs de façon claire, ça permet aux gens de se positionner par rapport au modèle du truc. Je vois qu'il y a des tas de gens qui s'énervent sur les slides. C'était le seul slide où il y avait des trucs petits. Maintenant, il n'y a que des trucs gros, un titre et des gifs. C'est hyper simple. Je vous le donne l'info, comme ça, c'est simple. Donc, vous pouvez vous remettre en normal. Pourquoi la transparence, elle est importante? Parce que ce qui est urgent, c'est si vous ne dites pas vos objectifs aux gens, on a un problème. Moi, quand je commence à faire mes care avec le reste des équipes, je dis on va aller plus rapidement. Ce qui veut dire qu'on va désoptimiser d'autres parties. On va désoptimiser le coût, on va désoptimiser certains résultats, parce qu'on va aller plus vite. Quand on fait des choses chez Clever, très souvent, on va avoir des discussions qui sont mais là, on cherche à faire quoi? Et là, je fais objectif premier, objectif secondaire. Et donc, la transparence, c'est quelque chose d'assez important. Vous devez toujours expliquer pourquoi vous faites quelque chose. Parce qu'en fait, la bonne façon de gérer de la transparence, c'est de partager du contexte. Je m'explique là-dessus parce que c'est un truc qui met souvent les gens très en colère pour des raisons qui sont dommages, en fait. Ce que j'appelle le contexte, en fait, c'est l'ensemble des choses qui font que vous avez pris une décision. Je m'explique. Le contexte, c'est ce qui fait que quand vous faites quelque chose à un instant T, ça a du sens. Si jamais vous prenez une décision sans partager le contexte, vous avez des gens qui ne sont pas d'accord. Quand vous êtes dans une position de management, vous êtes dans une position où en fait votre boulot, votre premier boulot, c'est de connaître le contexte. Très souvent, quand vous allez livrer une décision à quelqu'un qui vous pose la question comment on fait tel truc, en fait, vous avez le contexte et donc vous prenez une décision en fonction du contexte. Et là, les gens qui sont en dessous, qui ont un autre contexte, qui est en général leur expertise, vous dites c'est pas la bonne solution. Et en fait, les deux ont raison. C'est juste que vous, dans votre contexte large, vous avez un problème de contexte très large, et donc vous prenez une décision globale, et la personne qui est sur son contexte moins large, a une décision qui est tout à fait rationnelle dans son contexte à elle, qui est beaucoup moins large. Et donc, en fait, pourquoi c'est important quand on partage quelque chose de commencer par partager le contexte, c'est que sinon, vous n'allez pas créer d'empathie avec la décision que vous prenez de la part des gens qui sont dans la pièce, en fait. Donc, quand moi, je prends une décision qui est à rebours des fois de mes équipes, et ça m'arrive très souvent, je dis oui, là, on va pas faire ça, on va faire ça parce que.
Mon problème, c'est ça, mon problème, c'est ça, mon problème, c'est ça. Et en général, la façon dont je décris une décision, c'est je donne mon contexte et ensuite je donne ma décision. Pour emmener les gens à aller vers le même raisonnement, en fait, que moi. Surtout en ces temps de télétravail où beaucoup de choses se font par écrit et où l'idée, c'est que très souvent, les gens s'affrontent par écrit. Parce que les gens surinterprètent, en plus, on utilise des chats. Donc, tu dis une première chose, les gens répondent avant même que tu aies balancé ta deuxième phrase. C'est important que vous expliquiez en permanence le contexte d'une décision à quelqu'un. Je vais vous donner un élément, je vais vous donner un exemple. Quand on a fait le dossier de normalisation de Maker, à un moment, on a travaillé et il y avait une mise à jour à faire. Une mise à jour qui était importante parce que en fait, la version précédente du logiciel ne fonctionnait pas avec la version électronique. Donc, factuellement, c'était une mise à jour importante du logiciel. Sauf que l'algo de base n'avait pas changé. D'un point de vue logiciel, les développeurs militaient pour qu'on change de version majeure de l'algorithme, du logiciel. Et moi, je leur demandais qu'on patche ça dans une version extrêmement mineure, une 1 point quelque chose, incrémente au 3e degré. Et eux ne comprenaient pas pourquoi je disais ça, alors que c'était un changement, c'était un refacto de code, mais en fait, il n'y avait pas de changement algorithmique. Et en fait, le truc, c'est que dans le contexte de la normalisation, un changement majeur de code, c'était un changement algorithmique. Et ça a été une discussion très longue et débile, parce que, en fait, d'un point de vue mouvement de développeurs, ils avaient raison, il y avait eu beaucoup de mouvements de code, parce qu'on avait changé des fichiers de place, etc., on avait fait le ménage. Mais d'un point de vue de la normalisation, et c'est un moment où on était en plein sous les projecteurs de la normalisation, c'était très compliqué d'aller faire un changement de version majeure parce que ça allait impacter énormément de discussions sans beaucoup d'intérêt. Et je leur ai dit, on s'en fout, la version d'après sera majeure de toute façon. Et c'était très compliqué comme discussion, et en fait, c'est vraiment un problème de contexte. Tu leur fais, mais, écoute, en ce moment, je suis 9 heures par jour en call avec des gens sur la spec, ils ont déjà beaucoup de mal à comprendre, c'est très douloureux pour eux, cette histoire de dispositif médical qu'on conçoit en 3 semaines. Pour eux, c'est impossible. Si en plus, on leur met des numéros de version majeure toutes les 3 minutes, comme Google Chrome, c'est pas leur culture. Leur culture, elle est d'un truc qui avance lentement. Donc, il faut qu'on leur fasse croire qu'on avance lentement. Vous voyez le point d'équilibre là-dessus? Et ça, c'est un point qui est très important. C'est le contexte que vous avez, et des fois, mais tellement différent de celui de vos interlocuteurs, ça pose... Non, alors, Michael, ce que tu dis, c'est moins transparent. Non, c'est transparent. À l'intérieur de l'équipe, j'ai pas dit qu'il fallait être transparent toujours à l'extérieur. À l'intérieur de l'équipe, je leur explique pourquoi il faut être transparent. À l'extérieur de l'équipe, parfois, il faut pacifier légèrement. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. La plupart des désalignements et des conflits dans une équipe, c'est la non-compréhension, le non-partage du contexte. Et pour ça, c'est pour une raison qui est absolument simple. Quand vous avez bossé sur un problème, vous êtes arrivé avec une solution et vous allez voir les gens en disant « ma solution fonctionne ». Au lieu de dire « la raison pour laquelle j'ai sorti cette solution, c'est ». Vous éviterez énormément de conflits dans vos équipes en renversant le modèle, en disant on avait un problème et le problème c'est ça. Quand on investigue ce problème-là, parce qu'au début on pense toujours qu'un problème est simple, quand on arrive devant les gens, c'est quand on investigue ce problème-là, en fait ce problème-là il a telle ramification, telle ramification, telle ramification, telle ramification. Et en fait ce problème-là, pour le résoudre, j'arrive avec la solution. Et ça c'est un truc qu'il faut expliquer aux équipes opérationnel. Parce que très souvent, vous n'arrivez pas avec des solutions, vous arrivez avec des problèmes. Et les équipes opérationnelles s'engueulent entre elles parce qu'il y en a un qui arrive avec une solution sans avoir partagé son contexte avec les autres. Et vous, en tant que manager, c'est d'avoir tout le contexte de tout le monde, de le résumer et de faire une synthèse des contextes en disant j'ai bien compris la problématique de X, la problématique de Y. Malheureusement, cette problématique-là, elle n'est pas assez impactante pour nous, et la décision, c'est ça. Et c'est le moment où, en fait, vous expliquez que vous ne prenez pas une décision débile, vous prenez une décision qui est réfléchie et qui est synthétisée pour telle raison. Et à partir de là, maintenant que vous avez bien compris cette histoire de ce qui est important, c'est le contexte,
on va pouvoir parler de vélocité. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir sur cette histoire de contexte avant qu'on continue sur la vélocité ou pas du tout? Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à lever la main dans le chat, dans la partie participants. Un On a point. On a quelqu'un. Ah, on a quelqu'un? Top. Oui. Bonjour Quentin. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien, nickel. Ouais. Donc si j'ai bien compris ton raisonnement, en fait, je pense que les gens confondent contexte et priorité. Tu vois ce que je veux dire? Là, ce que tu as décrit, c'est clairement en fait la démarche entre guillemets normale qu'on a sur un développement, sur un cycle en V. C'est-à-dire qu'on a un contexte, des décisions, ensuite on avance, on avance, on avance. Et sur un cycle itératif, comme là, c'est-à-dire le contexte dans lequel on évolue, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'en fait, le contexte global, ce n'est pas le contexte de chacun. Le contexte global, c'est la synthèse de tous les autres contextes, ce que tu disais juste avant. Et donc, là où, c'est particulier, c'est que justement, pour arriver à convaincre, dis-moi si je me trompe, arriver à convaincre les autres que ton contexte global est le bon, il faut avoir synthétisé les contextes des autres. C'est-à-dire, la difficulté que tu as et que tu arrives à maîtriser, c'est justement d'arriver à synthétiser tout ça pour avoir une décision qui l'emporte sur le reste des exigences des autres. C'est exactement ça. Sauf que si tu veux, le gros problème que tu as sur la synthétisation des contextes, c'est qu'en général, c'est le truc sur lequel on ne met pas d'argent. Ou on ne met pas de temps, je veux dire. Sur lequel on n'investit pas, alors que c'est le truc important. Voilà. Si au départ, on fait ce travail-là, c'est comme pour la définition d'un cahier des charges, on va même aller plus loin, un peu plus loin. Si on ne fait pas ce travail-là de synthèse vraiment globale, on arrive à des décisions qui sont priorisées par des exigences clients ou des exigences techniques qui vont polluer en fait le développement et la rapidité de développement du produit, pour qu'à la fin, en fait, ce sera un produit caduc qui va correspondre un peu aux uns, un peu aux autres. Et on n'avance pas et on n'arrive pas, au final, à avoir un produit qui fonctionne et qui, arrivait à canaliser un peu tous les contextes pour avoir un produit au final. Et pire, en fait, voilà. quand tu fais un vrai cycle en V et que tu t'écris ton projet, tu crées un cahier des charges. Et en fait, à ce moment-là, tu es déjà dans un contexte, tu es déjà dans une solution. Et en fait, le fait que les gens n'aient plus le contexte, ceux qui implémentent, je veux dire, fait qu'en fait, il y a une perte de motivation, il y a une perte de lien, il y a une perte d'empathie, en fait, envers la problématique. Et c'est pour ça qu'en fait, il est très important d'expliquer le contexte aux gens en disant, nous, par exemple, on l'a analysé, c'est ça la solution qu'on veut, mais d'expliquer le contexte aux gens, parce que c'est ce qui te permet de créer de l'empathie, en fait, avec les gens qui sont là. C'est pour ça que, si on prend un sujet comme Macaire dans le cas du contexte, la première semaine, on n'a quasiment rien fait. On a parlé avec des réas quand on arrivait à les voir, et on a fait des MOOC sur la réanimation. Et tu vois, petit à petit, on a fait des MOOC, on a fait des MOOC, on a fait des MOOC, et en fait, on a compris le contexte. Et après, on s'est mis à bosser dessus. Et après, il y a plein d'autres sujets où ça paraît aberrant. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Dans tous les projets, il y a eu peut-être 150 ou 200 projets dans le monde de ventilateurs open source pendant le Covid. Il n'y en a qu'un seul qui a fini branché sur un être humain, c'est le Macaire. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui ont créé des ventilateurs open source. Alors désolé, c'est des formations. Dans le métier, tout le monde dit ventilateur mécanique. Donc du coup, un respirateur artificiel, en fait, c'est le terme pour les profanes. Mais dans le métier, les gens disent ventilateur mécanique. Encore une histoire de contexte mal partagé. Du coup, j'ai pris l'habitude. Mais en fait, la plupart des gens, il y a plusieurs gens, il y a des gens, ils ont pris les specs de ventilateurs existants et les ont reproduits. Sauf que quand tu es en Occident et que tu achètes un ventilateur que tu vas placer du coup dans un service de réanimation, tu as ce qu'on appelle l'aire médicale. Et en fait, dans un service de réa, pas dans tout l'hôpital, uniquement dans le service de réa, tu as des prises dans le mur avec de l'air sous pression. Et en fait, le travail d'un ventilateur dans le service de réa est essentiellement de faire de la modulation de pression. Mais tu n'as pas à générer d'air compressé en fait dans le système, puisque tu en as dans le mur. Sauf que dans un cas Covid où en fait le problème c'est de devoir ouvrir beaucoup plus de lits de réa
bah, en fait, du coup, les lits ne sont plus en réa. Du coup, tu n'as pas d'air médical en fait dans le mur. Du coup, il faut qu'on soit capable de produire notre propre air compressé, ce qui veut dire qu'il nous faut une turbine. Et ça, en fait, tu vois, tu ne l'as que si tu as été discuté avec des gens. Et pour discuter avec des gens, il faut parler avec des médecins, du coup, qui vont être dans l'hôpital. Mais eux, ils sont déjà bien enfermés dans leur contexte, en fait. Un réanimateur, il réfléchit vraiment dans son contexte de réanimateur. Par contre, tu appelles un médecin militaire. Un médecin militaire habitué à bosser dans des hôpitaux de crise dans la brousse, lui, il dit, alors oui, si tu n'as pas de turbine, moi, ta machine, je ne sais rien en faire. Et ça, en fait, c'est le moment où tu comprends, en fait, tes choses. Et en fait, après, on synthétise ça. Et nous, on avait un document de synthèse qui, au final, faisait 4 pages. Enfin, c'était pas énorme, mais qui décrivait exactement ce qu'on devait faire. Et quand je dis qu'il décrivait, c'était des niveaux de pression, des trucs très basiques qui parlaient à des ingénieurs qui n'y connaissent rien au niveau médical. Vous voyez le sujet? Ce que j'appelle contexte, c'est également plus large. C'est le cadre dans lequel le projet va s'inscrire. Et en fait, un projet, il va s'inscrire dans un projet parce que, par exemple, un logiciel, il va s'adapter à un marché. Et pourquoi est-ce que la velocity, pourquoi est-ce qu'être rapide, en fait, ça compte? C'est parce que, d'un point de vue de l'organisation, plus vous serez véloce dans votre exécution, plus vous serez adhérent au contexte. Autrement dit, si on parle financier, plus vous aurez un produit dont l'évolution est rapide, plus votre cahier des charges sera révisé sur des bases régulières pour s'adapter au marché sur lequel vous allez. En fait, il est important de comprendre que la vélocité, ça a une valeur marchande. Aller vite, en soi, ça a de la valeur. Quand on fait un produit, très souvent, on a des discussions qui sont pas rationnelles sur le pourquoi. En fait, très souvent, une fois que les gens ont galéré en fait à s'emparer de la problématique, et une fois qu'ils ont galéré à s'emparer de la problématique, ils créent une solution idéale, ils le voient comme un phare, ils mettent le cap et ils y vont. Et en fait, le problème, c'est ne pas tenir compte de la dérive des continents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses changent. Et en fait, la vraie agilité, c'est cette question à bouger rapidement. Et ça, c'est un truc qui est très important, c'est que parfois, être rapide, c'est plus intéressant que quoi que ce soit d'autre. D'un point de vue management, l'intérêt de la rapidité, c'est quoi? C'est la motivation. Parce que les choses qui bougent vite sont des choses entraînantes, motivantes. Et c'est la feedback loop. Si tu vas vite, tu es capable d'apporter du feedback de façon régulière et rapide aux gens qui bossent sur un sujet et tu évites les effets tunnels. Et tout le monde a un problème avec les effets tunnels. L'autre problème, l'autre intérêt que ça pose de parler de vélocité, c'est que ça pose la question fondamentale et importante de savoir comment un moteur démarre. Je m'explique. Très souvent, les outils d'analyse qu'on a d'une organisation, c'est on prend une photo de l'organisation, on modifie des choses et on crée une nouvelle photo en fait. On ne modélise pas les transitions. Tout comme quand on fait des analyses financières, là si par exemple on parle du business model Canvas, qui est un modèle hyper courant, ça c'est un moteur qui tourne en fait, votre business model Canvas. Vous n'avez aucune idée de comment le démarrer. C'est un petit peu comme si on parlait de fusion nucléaire en fait. La fusion nucléaire, on peut avoir un modèle qui tourne, la question c'est comment on démarre. Et ça c'est un vrai modèle en fait, c'est comment on démarre le système. Et en fait, très souvent, on ne parle pas des étapes d'évolution dans la modélisation de quelque chose. Donc du coup, c'est très important de comprendre que quand on approche quelque chose, approcher la vélocité, ça permet d'approcher ce que j'appelle l'accélération. C'est-à-dire le démarrage ou l'accélération, c'est un point qui est très important. Et en fait, si vous voulez avoir une forte accélération, il faut concevoir votre organisation comme étant quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, plus vous allez concevoir une organisation qui est agile sur un projet en train de fonctionner, donc quelque chose de mouvant, mieux ça va être. Le risque d'aller vite est toujours un risque qui existe, mais en fait, tu as moins de risques à aller vite que de ne pas aller vite. Et très souvent, on va avoir des gens qui vont être beaucoup dans la retenue. Et en fait, la retenue a également énormément d'impact négatif pour tous les projets. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant d'essayer de construire quelque chose
qui permet d'aller plus vite dans son approche du projet et en fait essayer toujours de concevoir l'accélération d'un projet. Là, cette partie-là a été d'expliquer que en fait, la vélocité, c'est pas juste pour se faire plaisir. Ça rapporte de l'argent et ça permet une adhérence au contexte ou au marché, hein, si vous voulez le prendre d'un point de vue financier, qui est, à mon avis, quelque chose de très important si on veut comprendre quelque chose. Je vois une question qui est sur l'interrogation entre aller vite et au-delà d'un rythme tolérable ou sustainable. Ça, c'est un point qu'on va voir après, mais la rapidité, ça a un coût. Aller vite, c'est toujours une bonne option. Très souvent, quand on me parle d'aller vite, les gens me prennent l'exemple de l'avion ou je ne sais quoi. Quand je fais des projets, enfin, j'en fais plein de projets dans ma vie, des projets assez variés. Là, par exemple, avec des amis, on est en train d'ouvrir un resto. On a les recettes, les chefs, la RH, le restaurant, les fournisseurs, les contrats signés pour livrer, on a tout. Ça nous a pris 3 jours. Pour avoir le droit de livrer, il nous faut un CERFA. On en a pour 3 semaines. En fait, on pouvait aller vite. Ce qui nous empêche absolument pas d'être tolérable et pas d'être sustainable dans le cas présent. Ce qui là nous empêche d'aller vite, c'est une posture intellectuelle d'une façon de bosser qui est de dire « Oh là, 3 semaines, tu vois, 3 semaines. » Et ça, c'est un truc qui est très important à comprendre, c'est aller vite, c'est pas nécessairement non sustainable. On peut faire des tonnes de choses qui permettent d'aller vite. C'est essentiellement une façon de travailler et une façon de collaborer ensemble qui doit avoir un impact. Moi, je suis pas d'accord sur le vite et bien s'accorde pas. On peut faire très bien en allant très vite. Il faut juste mettre les contraintes sur les bons niveaux et sur les bonnes choses. Je vais aller sur le how to be fast et on parlera de ce point-là ensuite. Pour aller plus vite, la première chose à faire, c'est très souvent quand les gens veulent aller vite, ils font des économies sur les mauvaises choses de temps. La première chose sur laquelle vous devez mettre de l'énergie, c'est dépenser du temps en communication et en partage de connaissances. Si vous voulez aller vite, il faut partager des connaissances. Si vous voulez aller vite dans le partage de connaissances, il faut dépenser de l'argent sur les modalités de partage de connaissances. Moi, quand j'étais jeune, j'ai pas fait une école traditionnelle, j'ai fait une école freinée. Enfin, j'ai fait Montessori et freinée. Et l'école freinée, moi, c'est un truc moi, quand je suis arrivé au collège, ça m'a fait très bizarre. J'ai pas eu de cours magistraux pendant toute mon enfance petite. Parce que, en fait, et vous pouvez lire n'importe quel rapport de pédagogue, le cours magistral, c'est le moyen de transfert de connaissances le plus pété qu'il existe. Ça ne fonctionne pas. Il y a une déperdition en ligne majoritaire. C'est un temps monstrueux. Ça ne fonctionne pas. Vous voulez transmettre de l'information à des gens, c'est beaucoup mieux de concevoir des outils pédagogiques. Et moi, toute mon enfance, on m'a fourni des outils dont je me suis servi pour apprendre seul et aller chercher des questions auprès de ma communauté d'apprentissage, mais on ne m'a jamais collé dans une pièce à écouter quelqu'un. Vous voulez partager des connaissances, il faut que la personne qui a des connaissances à partager, même si tout le monde est stressé, même s'il faut aller vite, même si tout, cette personne-là doit prendre le temps avec quelqu'un d'intelligent à transmettre ses connaissances. La meilleure option que vous puissiez avoir, si vous devez aller vite, vous embauchez un ghostwriter. Il y a une règle éternelle qui dit que tous les ingénieurs détestent écrire. Vraiment. Les ingénieurs, ils détestent écrire. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont peur de la feuille blanche, ça avance pas, c'est une catastrophe. Ces gens ont peur d'écrire. Des gens qui ont fait des études littéraires et qui savent écrire et qui sont intelligents à structurer du texte, il y en a plein et ils coûtent pas cher. Vous embauchez un ghostwriter qui a une discussion avec un ingénieur qui écrit quelque chose que l'ingénieur va corriger, vous gagnez du temps, vous lui permettez d'aller plus vite et vous faites un partage de connaissances qui va beaucoup mieux. Parce que si vous voulez aller vite, la pire chose qui puisse vous contraindre, c'est de créer des knowledge bottlenecks, c'est-à-dire des connaissances qui ont un bottleneck sur une seule personne.
Vous devez partager la connaissance. Et pour partager la connaissance, il faut structurer son partage de connaissances. C'est en faisant les choses bien qu'on va vite. C'est pas en faisant les choses n'importe comment. Vous voyez ce que je veux dire, le sujet ou pas? Non, mais il y a toujours des ingénieurs qui aiment écrire. La plupart des ingénieurs détestent écrire. Je sais, je passe mon temps à gérer des ingénieurs. La plupart des ingénieurs ont une peur mortelle d'écrire une page A4. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de mettre un ghostwriter. Et surtout, investissez toujours dans le partage de connaissances. La première chose à faire pour aller vite, c'est investir dans le partage de connaissances. Sinon, on va nulle part. La deuxième chose, quand on doit aller vite, c'est d'accepter la différence et de traduire. Je vais vous donner un exemple très concret tiré du projet Maker pour le coup. Maker, c'est un projet, on a reçu de support financier de l'armée, du CEA, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de la région Pays de la Loire, de la communauté urbaine de Nantes, du Hellfest qui a fait une collecte de dons pour qu'on puisse faire tourner Maker, la fondation, enfin bref. On a eu de l'argent de partout. Et on a eu des coups de main politiques ou des coups de main institutionnels et on a bossé avec les CHU, etc. Vous savez comment j'ai fait pour obtenir ça? J'ai accepté un point qui est essentiel, c'est que la totalité des gens qui bossaient dans le projet ne pouvaient pas du tout communiquer entre elles. Si vous faites une note au service du ministère, il faut le rédiger selon une note service du ministère. C'est un format de note très précis. Et pour ça, en fait, vous appelez votre pote qui fait des notes au service du ministère et fait « j'ai besoin de produire des notes pour le service du ministère », crée une équipe. Et en fait, ça veut dire que tous les jours, tu vas avoir un échange avec eux, ils vont mettre à jour leurs notes et l'envoyer selon le formalisme ministère. Si vous devez communiquer avec le CHU, c'est un autre format de notes, c'est un langage très ampoulé et le qui envoie le message est fondamental. Moi, par exemple, je n'ai pas de de diplôme de médecine. Je ne suis pas PUPH. Et vous allez me croire ou pas, mais je peux envoyer un mail à qui vous voulez ou un SMS à qui vous voulez dans le CHU, dans n'importe quel CHU. À part quelques exceptions de docteurs considérés comme fous, je n'aurai même pas de réponse. Je n'ai pas de PUPH, je ne suis pas professeur, on ne me répond pas, on ne me parle pas à moi. Je n'existe pas. Vous pouvez décider que c'est des gros cons de bosser comme ça, vous pouvez décider que c'est ridicule, vous pouvez décider ce que vous voulez, on s'en fout. Vous voulez aller vite, vous devez traduire selon leurs termes, avoir des PH qui bossent avec vous, reformater selon leur modélisation de communication pour leur envoyer à eux et essayer de travailler en commun avec eux. Vous voulez discuter avec des ingénieurs? Vous collez du code sur GitHub et vous collez du code. Et donc, quand on a créé Maker, par exemple, j'ai créé X équipes de traduction en fait, du projet en direction des différentes cibles auxquelles on devait parler. La presse, c'est encore une autre cible. On avait un enjeu sur la presse qui était monstrueux. Il fallait que la presse ne parle pas de nous, puis parle de nous. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué de retenir la totalité des chaînes de télé nationales que de ne pas les retenir. Parce que c'est hyper important, si vous voulez, qu'on communique au bon moment. Et donc, vous aviez des gens qui géraient la presse, des gens qui géraient des ingénieurs. Communiquer avec les industriels, c'est encore un autre game. Communiquer avec les ministères, c'est encore un autre game. Et donc, on a mis en place des cellules de traduction. Et en fait, moi, l'essentiel de mon boulot, ça a été de m'assurer que sous ces cellules de traduction, il y a l'information à traduire. Et donc, de réussir à trouver les gens capables de se comprendre entre eux et capables de faire ça. Ça veut dire investir massivement, vous voyez, sur la communication et la traduction. Donc, partager la connaissance et partager la connaissance dans un format que les gens vont accepter sans juger que leur façon de communiquer n'est pas la bonne. Même si parfois pour vous, ça paraît insupportable. Moi, une note ministère, je trouve ça en poulet. C'est pas ma façon à moi ni de parler, ni de communiquer, ni d'être efficace. Mais c'est en poulet. Et c'est comme ça qu'il faut parler avec ces gens-là. Sinon, ils ne vous lisent pas, ils n'arrivent pas à comprendre. En fait, ça les angoisse. Et quand on est déjà dans un contexte compliqué, bah, c'est pas facile. La deuxième chose, c'est qu'il faut supprimer les meetings. Je m'explique. Aller vite, c'est avoir une bonne communication. Pour avoir une bonne communication, le pire que vous puissiez faire, c'est coller 10 personnes autour d'une table sans ordre du jour et sans compte rendu. Les meetings, c'est la plaie. Vous devez créer des décisions qui sont prises par écrit dans des outils faits pour. Vous développez du logiciel, vous utilisez
GitHub, GitLab, Atlassian, Jira, ce que vous voulez, je m'en fous. Mais vous créez des décisions qui sont hiérarchisées, par écrites, reformulées. C'est comme ça qu'on bosse. Enfin, il n'y a pas de... Voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est des discussions one-on-one de 2 personnes qui échangent des idées. Mais vous ne mettez pas 10 personnes autour de la table. Vous pouvez être 2, 3 à discuter d'idées parce que votre idée n'est pas claire et vous ne savez pas où vous allez. Mais on ne met pas 10 personnes autour de la table, on supprime des meetings. Et vous faites ça en interne d'équipe. Les meetings avec 2 équipes qui se rencontrent, enfin, théoriquement, la fameuse équipe dev et l'équipe ops. Ces gens-là vont s'engueuler. Tiens, il y a des gens dont le boulot, c'est de faire évoluer les choses, et il y a des gens dont le boulot, c'est que ce soit stable et que ça bouge jamais. Il est évident qu'ils peuvent pas s'entendre, ça ne va jamais fonctionner. Et la solution qui est de dire, on va mettre une 3e typologie de personnes qu'on va appeler DevOps au milieu, qui fera un peu de l'un, un peu de l'autre, ça ne marche pas non plus. La bonne solution, c'est de normaliser les discussions entre ces gens-là. Nous, c'est ce qu'on a fait chez Clever. La normalisation chez Clever de l'infrastructure fait qu'il n'y a plus de discussion entre Dev et Ops. On a fait économiser du temps. On a des métriques, nous. Les gens de la Maïf nous ont dit les équipes qu'on a passées sur Clever Cloud livrent 8 fois plus de projets annuels. 8 fois plus de projets annuels. Pourquoi? Alors, 1, ils ont beaucoup moins de meetings. 2, ils discutent plus entre le dev et la prod. Ça ne veut pas dire que la prod a disparu. Ça veut juste dire que toutes les interfaces de communication sont automatisées entre les deux. C'est un format standard d'échange. Et 3, il n'y a plus d'engueulade. Et c'est con, mais c'est un truc qu'on n'avait pas vu, mais qu'on a vu en plusieurs années. Ça a fait baisser le taux de départ de la boîte. Ça a fait baisser leur turnover. Et ça, c'est un truc qui est très important. Supprimer les meetings. Moi, j'ai une grande campagne actuellement, moi, par définition, j'ai un boulot où je dois discuter avec des gens, une grande campagne actuellement de mettre des jours entiers dans ma semaine où je suis censé pouvoir envoyer des mails peinards. Parce qu'il faut arrêter de passer sa vie dans des calls. Et donc, supprimer des meetings au maximum. Et chaque meeting qui est une prise de décision, en fait, on ne peut y aller que si on a un vrai boulot préalable. Et donc, vous supprimez au maximum les meetings et vous faites des points d'étape rapides. Partout où vous le pouvez, vous supprimez les interactions humaines. Un exemple de normalisation des discussions pour Damien qui pose la question. Alors, chez Clever, par exemple, dans la normalisation des discussions, c'est une API. En fait, tout est automatisé, tout est une API. On ne parle plus d'architecture, de machin, de quel DB, de quel runner, etc. Tu crées tes trucs, le développeur crée ses bidules, ça fait tout seul, fin d'histoire. Ça se fait immédiatement. Moi, ce que je fais, donc ouais, le conseil, c'est éviter les ateliers collaboratifs transversaux. J'en parle dans une seconde. Écoute, pour Émilie, je réponds à ça dans une seconde. Alors, j'explique pourquoi il faut supprimer les interactions humaines. Ça a énormément de sens. Je suis pas inhumain quand je dis ça. Ce que je vous dis, c'est que quand 2 humains discutent, ils baladent chacun leur contexte, ça va merder au maximum. Et tous les moments en fait où ils ont discuté, il y a les risques pour qu'il y ait incompréhension sont maximales. Donc en fait, vous devez au maximum éviter ça quand c'est possible. Je vais vous donner un autre exemple tiré de Macaire. Quand vous faites un dispositif médical dans lequel il y a de la respiration, vous avez ce qu'on appelle de la biocompatibilité. La biocompatibilité, c'est en clair tous les matériaux, etc., machin, qui sont pris en compte pour concevoir le matériel et qui fait qu'on ne va pas respirer n'importe quoi. Et donc, quand on commence l'école avec les équipes de biocomp, avec l'ingénierie, ils commencent à m'expliquer alors sur l'école, sur les lubrifiants, les autorisations, les non-autorisations, et on en vient à la contrainte que si globalement il y a de la colle et du lubrifiant, pour chaque référence, il faut qu'on leur demande, et eux, ils ont 2 jours de boulot à chaque fois pour checker ce que c'est. Et moi, j'ai summarisé le truc autrement. J'ai dit à l'équipe technique, vous avez droit ni à la colle, ni au lubrifiant. Contrainte de base. Et on me dit, mais c'est possible d'avoir des colles et des lubrifiants biocomp. Je dis, oui, effectivement. Sauf que c'est possible, mais pour ça, il faut que des gens se parlent. Ça va jamais fonctionner. On supprime la colle et les lubrifiants. On va trouver une autre solution, c'est meilleur. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle de supprimer des interactions humaines? C'est quand vous savez qu'il y a un process qui va de toute façon générer de la frustration, va générer du temps, va générer de l'enlise, vous le cutez. C'est aussi simple que ça. Vous détruisez les temps qui vous créent des choses. Quand je dis supprimer les interactions humaines, je parle d'organisation. Je ne suis pas en train de parler de l'émotionnel. Qu'on s'entende.
il faut détacher l'idée de meeting de team building. Faire des moments où l'équipe fonctionne en tant qu'équipe et s'apprécie, c'est bien. Nous, par exemple, chez Clever, on a toujours eu des repas ou des moments, etc., qui sont des moments où on n'a pas d'objectif de production, ni d'enjeu, ni de quoi que ce soit. On est là pour se parler. Par exemple, parce qu'on est une boîte qui fait beaucoup de remote à la base, on a un système qui s'appelle le chat roulette, en hommage à ce célèbre logiciel qui permettait de voir des tonnes de choses très passionnantes au hasard. Et en fait, toutes les semaines, il y a un bot qui vous colle avec 2 autres personnes prises au hasard dans la boîte, dans un call, où l'objectif, c'est que vous vous racontiez votre vie. Ce que vous avez bouffé à midi, ce que vous faites dans le week-end, vos hobbies, etc. Le but, c'est que les gens se connaissent. Parce qu'on est en remote et qu'il y a des gens qui sont tout seuls dans leur ville. Et donc, le but, c'est, encore une fois, de brasser, que les gens se connaissent, et c'est simple. Et oui, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure de meeting qui ne servent à rien à la boîte, sauf que les gens se connaissent. Maintenant qu'on est en confinement, on fait des cafés ou des goûters où le but, c'est chacun ramène un truc à bouffer devant sa webcam et on cause de tout et de rien. Et si c'est trop nombreux et que c'est le bordel, on split en 2 groupes au pif. Parce que ça marche. Ce que je veux dire quand je dis supprimer les interactions humaines, c'est supprimer les endroits où 2 humains vont se parler et on peut le remplacer par quelque chose de plus intéressant ou alors créer un processus plus intelligent. Je dis pas qu'il faut pas que les gens se rencontrent. C'est qu'on soit clair dans ma discussion. Le but est que les gens se parlent, qu'ils s'apprécient. Mais il vaut mieux au maximum supprimer les moments. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais à Émilie, oui, les collectifs transversaux, oui. Parce que les gens connaissent les autres gens de la boîte, c'est positif. Que ce soit des moments de prise de décision, non. Ça doit être des moments de partage du contexte où les gens sont capables de se comprendre. Mais ce n'est pas des moments de prise de décision. Les prises de décision sont argumentées, éclairées, claires, et après les gens se connaissent. C'est un autre problème. Et surtout, vous devez créer des problèmes qui font ce que j'appelle un catch-all. Donc, pour ceux qui ont fait du code, c'est le fameux try, catch, quelque chose. C'est, quel que soit le process que vous allez générer, ce process aura des failles. Il faut donc être capable de rattraper ce qui ne rentre pas dans le process. Et ce qui ne rentre pas dans le process, c'est un peu tout. Que ce soit dans Clever ou dans Maker, j'ai mis en place le même management là-dessus. Je mets en place ce que j'appelle des Ask Me Anything. Moi, je considère que mon boulot, c'est d'être le hub de l'information qui manque, de centraliser les problèmes pour pouvoir redécentraliser les solutions. Autrement dit, donc dans le cas de Maker où on allait très vite, c'était 2 fois par jour. Dans le cas de Clever, c'est plus 1 fois tous les 15 jours, 3 semaines. C'est un call ouvert où n'importe qui du projet peut débarquer et où on peut poser n'importe quelle question. Et soit j'ai la réponse, et c'est moi qui ai merdé dans mon process quelque part de ne pas pouvoir redescendre cette information, soit je n'ai pas la réponse et je vais la chercher. Et en fait, en fait, tu vas taper la personne la plus haute dans l'organisation en lui disant il y a un problème dans le process. Ça ne veut pas dire qu'on va corriger le process. Oui, des fois, il y a un problème dans le process, il y a une question, elle n'a pas été répondue, je ne sais pas pourquoi, et ça ne m'intéresse pas de savoir pourquoi, en fait. Je vais juste répondre à la question, et si ce typologie de question revient trop souvent, c'est qu'il y a un problème dans le process. Mais vous devez faire des knowledge. Je vois la question de John Paolo. Non, le but est d'identifier les knowledge bottleneck. En fait, si tu veux, tu en auras toujours. Tu peux pas créer tu peux pas créer un processus ou un ensemble de process qui fait que tu n'en as pas de knowledge bottleneck. Par contre, tu peux les admettre. Et donc, tu vois, tu te mets dans une posture où tu admets qu'effectivement, ça peut avoir merdé, et donc tu es disponible pour régler le problème. Et donc, du coup, effectivement, ça veut dire que tu te poses et tu prends tout dans la tronche et tu essayes de régler les problèmes. Mais en fait, si tu n'admets pas que quand tu es en haut, potentiellement, tu fous le bordel, ça pose un souci. Il faut que tu acceptes que très souvent, tu es en tort sur ton organisation. C'est tellement compliqué l'organisation des choses humaines.
La chose suivante dont je vais vous entretenir pour aller très rapidement et pour être véloce, c'est ne jamais chercher de coupable. Il faut chercher des solutions. Donc ça, il y a une très très belle conférence d'un ami qui s'appelle Frédéric Leguédois, que je vous invite à aller voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous créez une organisation qui, quand il y a un problème, cherche à cause de qui c'est, vous allez créer une organisation de gens qui se débrouillent pour ne jamais générer de problème. Comme ils ne vont jamais générer de problème, vous allez avoir un nombre de soucis incroyable. Et donc, ils vont jamais bouger. Et ça, c'est un truc qui est très important à comprendre. Les échecs sont des moyens d'avancer. Quand on a fait Maker, on avait beaucoup de RH parce que tout le monde avait envie de collaborer. Du coup, on avait énormément de gens. On se mettait sur 6 solutions en parallèle où il n'y en aurait qu'une qui serait retenue. Et là, pour éviter que les gens se battent pour que sa solution soit retenue, c'est chaque solution qu'on a éliminée nous a permis d'éliminer. C'est très important que les gens puissent se planter. Prendre une décision rapidement, permettre aux gens d'expérimenter et dire « Ah bah, du coup, ça n'a pas marché. C'est une bonne chose qu'on sache que ça ne marche pas » est une excellente chose. Parce que du coup, il faut absolument jamais chercher de coupable. Vous incriminez jamais les gens qui se plantent. Le plus gros problème qu'on a pu avoir dans un projet comme Maker, c'est qu'on a un problème où l'administration de contrôle de la santé a peur de se faire engueuler parce que du coup, ils auraient laissé passer quelque chose. Et donc, du coup, en fait, ils sont paralysés par l'idée qu'ils puissent avoir un problème. Et donc, du coup, vous avez des gens qui cherchent avant tout à ce qu'on ne puisse pas les mettre en cause. Donc, toujours chercher des solutions et remercier les gens qui apportent des problèmes. Et ne jamais engueuler les gens. Parce qu'il faut absolument glorifier les échecs. Et donc, toutes les solutions un peu pourries, vous allez les tester. Vous ne pouvez pas innover, vous ne pouvez pas aller vite si vous ne vous permettez pas de tester toutes les solutions. Et pour tester toutes les solutions, il faut que les solutions soient possibles à tester dans le contexte et donc on ait le droit de se planter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez être rapide, vous allez passer votre temps à changer l'objectif. Et pour changer l'objectif, c'est ça qui fait que la vélocité, c'est coûteux, mais ça vous permet d'avoir un bon retour sur investissement. Parce que comme vous avez un bon retour sur investissement, en fait, vous vous approchez en permanence du contexte. Comme vous vous rapprochez en permanence du contexte et que vous êtes beaucoup plus adhérent au contexte, vous avez une solution qui est meilleure sur le marché. Et donc, la vélocité, le coût qu'elle vous coûte parce que vous changez, c'est une chose qui va aller beaucoup plus vite. Parce que vous avez la contexte adhérence. Et c'est pour ça que ça, c'est un truc qui est très important et qu'il faut répéter, et notamment au management dans les équipes. MVP, ça veut dire Minimum Valuable Product. Ce qui est important dans cette façon-là de le dire, c'est pas Valuable Product, c'est minimum. Quand on fait des tests rapides, courts, et surtout, on évite de faire en sorte que chaque solution où on décide d'aller la tester, ce soit une décision. Où du coup, la décision devienne extrêmement compliquée, devienne très dure, devienne un point politique. Ce que vous voulez, c'est aller vite et c'est itérer rapidement. Iterate faster. Ouais, je porte le bon t-shirt pour l'occasion. Il y a un truc qui est très intéressant là-dessus et qui vous permettra d'aller plus vite, c'est que la vélocité, ça supprime certains biais, et notamment tous les biais cognitifs des coûts investis qui ne reviennent pas sur investissement. Tout ce biais-là, il supprime parce que quand tu fais quelque chose en très peu de temps, ça va aller très vite. Il me reste 4 slides, je vous finis le truc et on va très vite. Mais ça, c'est très important de comprendre ça. C'est pour ça que la vélocité fait partie de l'agile et c'est pour ça qu'il faut empêcher le truc de ronronner. En fait, la vélocité, ça fait partie de l'agile et ça demande au management d'être extrêmement focus et de ne jamais perdre de vue que c'est à lui de faire circuler l'information, de ne jamais être en colère, même quand c'est dur, même quand c'est difficile, jamais un mot plus haut que l'autre. Moi, j'ai jamais engueulé personne. Parce que c'est important de ne pas engueuler les gens. On est au boulot, ça se passe bien. Et le management, vous êtes au service de votre équipe. Vous êtes la coordination de votre équipe. Très souvent, on explique ça sur une pyramide, mais c'est pas vrai.
En fait, un manager, il doit se sentir toujours un peu persécuté par le fait qu'on lui demande des trucs tout le temps. C'est normal, c'est son job. Et donc, on n'engueule jamais les gens. Vous êtes au service des gens pour leur permettre de rester cool. Et vous ne laissez jamais un mauvais ressentiment s'imprimer. Vous avez des gens qui se sont dit des trucs durs, et c'est normal de se dire des trucs durs. Vous allez ensuite aller déminer le terrain et vous ne laissez pas une guerre froide s'installer. Notamment dans le projet Maker, il y a eu des moments où le manque de compréhension entre les gens était évident. Et j'ai senti un truc qui montait. Et je dis, dans le call où on était quelques-uns qui coordonnaient vraiment le projet, je dis, là, je pense que ça va péter avec machin. Et comme ça va péter, j'ai accentué le truc. On s'est engueulé très rude et on a été faire la paix. Et ça va bien vite parce qu'en fait, ces moments d'engueulade sont des moments où en fait, vous partagez du contexte. Un moment d'engueulade bien géré, qui n'a pas ruminé pendant 2000 ans, où du coup il y a du ressenti, mais où vraiment on prend deux contextes qui s'affrontent et deux façons de voir les choses qui s'affrontent parce qu'on n'a pas la même lentille, en fait c'est un moment de partage d'informations si on le fait bien. Et donc il vaut mieux éclater les bubons tout de suite que laisser un truc pourri s'installer qui n'est pas intéressant. Et donc c'est pour ça, vous ne laissez jamais une Cold War s'installer et vous privilégiez le conflit ouvert qui se transforme en échange d'informations où vous dites a priori on n'est pas d'accord. C'est pas parce que c'est les objectifs sur lesquels on n'est pas d'accord, c'est parce qu'on n'a pas le même moyen d'y arriver, parce que je pense qu'on part pas du même endroit. Et donc, il faut qu'on se demande pourquoi et dans quel sens. Et ça, c'est le point le plus important qu'il faut avoir. Vous devez donc, à ce moment-là, et c'est pour ça que vous pouvez générer cette engueulade, vous devez la générer en acceptant votre ignorance. Et ça, c'est le truc qui est le plus important. Un manager, c'est quelqu'un qui passe son temps à dire « je sais pas, explique-moi » et qui dit « j'accepte de prendre la responsabilité de cette décision parce que c'est moi qui vais signer cette décision et cette décision qui est compliquée, j'accepte de la signer. » Merci beaucoup de votre attention et maintenant c'est QA. Je suis désolé pour les quelques minutes de retard. C'est QA et je vous laisse les orgas peut-être prendre la main sur les QA. En fait, pour les questions-réponses, on va te les envoyer par SMS. Et puis pour ceux qui ont des questions, tu pourras aller dans l'Atrium. Et comme ça, il y a d'autres conférences qui vont commencer. Donc, un grand merci, s'il vous plaît. Applaudissez Quentin pour cette conférence et vous pourrez le retrouver sur l'Atrium. Merci à lui. Merci beaucoup à vous. Et du coup, je vais dans l'Atrium. C'est ça ? Petit point pour savoir comment aller sur l'Atrium. Vous cliquez ici quand vous revenez sur Atrium. Vous appuyez sur la pop-up et vous allez rentrer sur l'Atrium. Merci à vous. Merci Quentin. Merci. Comment je fais là ?